Bonjour, je suis Benjamin Stora, professeur d'histoire contemporaine, professeur des universités et président du Musée national de l'histoire de l'immigration. C'est le Palais de la Porte Dorée à Paris depuis maintenant 4 ans. J'ai travaillé beaucoup sur l'histoire des relations juifs-musulmans, en particulier par la production d'un ouvrage qui est sorti aux éditions Albin Michel, qui a été publié en 2013, avec le regretté Abdelwahab Meddeb, qui a dirigé avec moi cet ouvrage. Abdelwahab est décédé en 2014. C'est un ouvrage qui nous a demandé 5 années de travail. 120 chercheurs ont participé à cet établissement, à ce très gros ouvrage. Alors pourquoi cet ouvrage et à quoi il correspond? Eh bien, on s'est aperçu, notamment avec Abdelwahab Meddeb, qu'il existait une incroyable, une extraordinaire histoire de la civilisation judéo-musulmane. Et cette histoire avait duré presque 15 siècles. Et puis cette histoire, elle s'est brusquement effondrée, évaporée, évanouie, disparue, très vite, en l'espace d'un demi-siècle pratiquement, depuis ce qu'on appelle les décolonisations. Et donc on s'était dit dans le fond, comment essayer de restituer cette grande histoire, faire en sorte que les jeunes générations, que ce soit dans les communautés juives ou musulmanes, puissent connaître cette histoire. Parce que les choses vont tellement vite aujourd'hui à travers la société du spectacle, Internet, etc., qu'il y a des gens, chez les juifs comme chez les musulmans, qui ne savent plus qu'il y a eu cette histoire commune. Beaucoup de jeunes ne le savent pas et ne regardent cette histoire qu'à travers le prisme du conflit israélo-palestinien, de la cohabitation difficile dans les quartiers populaires, etc. Bon. Mais ils ne savent pas, ils ne savent plus, que pendant des siècles et des siècles, des juifs et des musulmans ont vécu ensemble, ont construit des choses ensemble, ont même construit des récits poétiques, de la philosophie, de la musique, beaucoup de musique, en particulier de la musique arabo-andalouse. Bon, et toutes ces choses-là se sont étalées sur une durée extraordinaire. Cette espèce de trésor à la fois linguistique, architectural, poétique, philosophique, est en train de s'éroder et puis brusquement de disparaître. Et c'est de cette idée qu'est né ce livre. C'est de restituer cette richesse, de restituer ce qu'a pu être aussi la complexité des rapports entre juifs et musulmans, une complexité qui était à la fois celle de gens qui vivaient dans le même espace et qui en même temps s'affrontaient à l'intérieur de cet espace, mais qui avaient très souvent une langue commune qui était l'arabe. Parce que les populations juives ont été arabisées, c'était des populations à l'origine berbère d'ailleurs, par exemple en Afrique du Nord, mais qui ont été d'ailleurs, comme les musulmans, pourrait-on dire, arabisés, parce que les musulmans, eux aussi, ont été arabisés. Parce qu'à l'origine, ils parlaient berbère. C'était des musulmans berbères et qui ont été arabisés au fur et à mesure des siècles, tout comme les juifs d'ailleurs, qui ont été progressivement arabisés au point que juifs et musulmans, par exemple dans le Maghreb d'aujourd'hui, ont parlé, disons, cette langue commune, ont prié avec des liturgies communes, avec des scansions communes, des musiques religieuses communes, pendant des siècles et des siècles, puis ensuite tout ça s'est effondré. Donc ça, c'est ça l'idée du livre. Et autre chose, une fois que cette idée du livre a été décidée, enfin mise en œuvre, il fallait ensuite, bien sûr, essayer de faire des repérages chronologiques de cette histoire commune. Bon, naturellement, les grands points de repère, c'est de l'arrivée de l'islam jusqu'à la chute de Grenade en 1492, bon, qui était un grand point de repère historique, où juifs et musulmans ont vécu ensemble jusqu'en 1492 dans cette région du monde, avec des difficultés bien sûr, mais aussi avec des moments extraordinaires de création et de production intellectuelle. De difficultés parce que en terre d'islam, pratiquement jusqu'au Moyen-Âge européen, il existait ce qu'on appelle le processus de la dhimitude, c'est-à-dire la loi musulmane, qui à la fois protégeait les minorités non musulmanes, mais en même temps les soumettait à toute une série d'obligations. Donc c'était à la fois protéger et soumettre, quoi, quelque part. Il y avait ce double aspect qui existait
et qui a fait que les Juifs vivant en terre d'islam ont été à la fois les mieux protégés que dans le reste de l'Europe, à la même époque, bien entendu, c'est-à-dire dans ce qu'on pourrait appeler le Moyen Âge médiéval européen, mais en même temps soumis, disons, à une loi religieuse qui les contraignait à toute une série d'obligations en termes de port de vêtements, de quartiers réservés, etc. Mais ils n'étaient pas, entre guillemets, soumis au bon vouloir ou à l'arbitraire, comme c'était le cas, par exemple, dans l'Europe du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, etc. Et puis cette harmonie-là, dans le fond, elle a été aussi transportée en Afrique du Nord, après la chute de Grenade en 1492, où effectivement ils ont continué à vivre ensemble, mais ils ont fusionné bien sûr avec des groupes déjà constitués de juifs et de musulmans, qui existaient déjà bien entendu depuis des siècles et des siècles, mais l'élite intellectuelle venait d'Espagne. C'était l'élite andalouse qui arrivait avec sa musique, son savoir-faire, ses rythmes, disons, philosophiques et poétiques, avec l'histoire des grands noms, naturellement, de Averroès à Maïmonide, qui ont été des grands noms. Donc ce livre a aussi restitué tous ces itinéraires de ces penseurs, etc. Puis la deuxième grande séquence, deuxième grande interrogation historique, bien sûr, c'est le fait de la Révolution française, qui va apporter l'égalité politique en France et par extension à travers toute l'Europe, et la situation où les Juifs qui se sont réfugiés dans l'Empire ottoman, lorsqu'ils ont quitté, disons, cette terre en Andalousie, certains sont descendus en Afrique du Nord, mais d'autres sont partis vers l'Empire ottoman, parce qu'ils y trouvaient là aussi des lieux de protection par rapport à l'Europe chrétienne au sens large. Donc il y avait par conséquent, dans ce XVIe, XVIIe jusqu'au XVIIIe siècle, le sentiment d'une existence protégée et en même temps soumise, bien sûr, pour ces Juifs venant de ce monde-là. Mais la Révolution française a tout bouleversé parce que est arrivée la notion d'égalité politique. Et est arrivée aussi la notion citoyenne de l'individu, et pas simplement de l'appartenance communautaire. Là, c'était plus simplement la communauté qui décidait de l'individu, mais c'était la nation et c'était la citoyenneté. Ça, c'est une véritable transformation qui aurait pu toucher le monde musulman de cette époque-là, mais au moment où se produisait cet effet, ce choc, est arrivée la colonisation. C'est ce qui est concomitante à l'expansion des idéaux de la Révolution française. C'est ça qui, dans le fond, au XIXe siècle, va compliquer les rapports. Et là, on rentre dans une troisième séquence historique. Cette troisième séquence historique, c'est celle de l'installation coloniale au XIXe siècle et au XXe siècle, et qui va à la fois apporter une modernité par effraction, en émancipant les Juifs, notamment par le décret Crémieux en Algérie et par extension dans le reste du monde musulman, sans faire des musulmans eux-mêmes des citoyens à égalité de droit. Ce qui va, par conséquent, installer une séparation politique, juridique, institutionnelle, etc. En d'autres termes, l'arrivée européenne, elle est porteuse à la fois, disons, de ce qu'on pourrait appeler une modernité républicaine au sens français du terme, mais en même temps instaure de facto, disons, une séparation. C'est cette complexité-là qui va être dénouée au moment de ce qu'on pourrait appeler les indépendances politiques, la décolonisation. C'est-à-dire que ces Juifs du Maghreb, du monde arabe, et par extension même y compris jusqu'au Liban, en Égypte, en Syrie, etc., parce que n'oublions pas par exemple que le Liban et la Syrie étaient des protectorats français après 1920, qui vont devenir progressivement des Français, qui vont donc entre guillemets s'assimiler à la France, à la République ou autre. Lorsque les indépendances arrivent, ils sont déjà à la 4e ou 5e génération depuis le décret Crémieux. Donc ils sont déjà très français. Et donc lorsque les indépendances et les nationalismes politiques arrivent, eh bien la plupart suivront la France. Bon. Dans les indépendances politiques, et non pas les nationalismes, comme on les appelait à l'époque, les nationalismes indigènes. Et donc on est rentré dans une dernière étape, une dernière séquence, qui est celle envisagée dans cet ouvrage, qui est celle de la séparation définitive à la faveur de la décolonisation. C'est vous dire que ce n'est pas simplement la création de l'État d'Israël en 1948 qui a créé
la séparation. Mais cette séparation, elle est bien antérieure déjà. Elle remonte presque un siècle avant, en fait, fondamentalement. C'est-à-dire qu'on a eu cette sorte, entre guillemets, d'effet retard de la Révolution française dans le sens de l'égalité des droits, qui avait quand même été prise en compte dans certains pays, comme la Tunisie, par exemple. À travers la constitution tunisienne de 1863, il y avait la volonté, effectivement, de mettre à égalité toutes les communautés, toutes les minorités. Ça, c'était avant l'arrivée des Français, avant l'arrivée du colonialisme. Mais la Tunisie est un cas très particulier dans cette histoire, puisque l'Algérie, dès 1830, était devenue déjà une province française, et donc une séparation va s'installer en 1870 par le décret Crémieux, et le Maroc aussi. Il y aura, après coup, disons à travers l'instauration du protectorat, disons cette séparation qui va s'instituer. Donc on a par conséquent à la fois une très longue histoire commune, langue, pratiques culinaires, fabrication d'élites intellectuelles, tout ça est très très long, tout ça est très ancien, et en même temps une rapidité d'effondrement. C'est-à-dire qu'au regard de l'histoire, entre questions coloniales et décolonisation, eh bien, les liens se sont très vite dénoués entre ces deux grandes communautés en l'espace de même pas un siècle, en fait, fondamentalement. Et donc la dernière partie est consacrée précisément à la séparation, c'est-à-dire la grande séparation qui va s'installer dans les têtes, dans les mémoires, avec le risque de la perte d'une histoire commune. C'est-à-dire le risque étant de réécrire toute cette histoire à l'aune du présent, c'est-à-dire des affrontements, des conflits, des préjugés aussi, des fantasmes, des guerres, etc. Et ça, c'est très difficile ensuite de remonter tout cela, c'est-à-dire de remonter un récit historique, de le faire partager à nouveau, de le faire circuler à l'intérieur des sociétés dans leur complexité. C'est un travail qui est très difficile, mais qui est absolument nécessaire, parce que s'il n'y a pas la connaissance d'un savoir historique dans la durée, ne subsiste dans le fond que des préjugés et des stéréotypes des uns sur les autres. Écoutez, j'espère que ce très bref exposé sur cette histoire de cet ouvrage, qui renvoie à une histoire générale des rapports entre juifs et musulmans, cet ouvrage permettra de combler, disons, ce fossé qui se creuse, bien sûr, en Europe, mais aussi ailleurs, et que, dans le fond, il puisse y avoir la possibilité, non pas abstraitement d'une réconciliation, mais d'une meilleure connaissance des uns sur les autres.